Juin 2020. Une entreprise allemande, 24 milliards d'euros de valorisation boursière, une place dans le DAX 30, l'équivalent du CAC 40 en Allemagne, le symbole de la réussite technologique européenne. En 48 heures, elle s'effondre, complètement et brutalement. Pas à cause d'une crise économique, pas à cause d'un concurrent plus fort, pas à cause d'une erreur stratégique, parce que 1,9 milliard d'euros, censés être dans les banques aux Philippines, n'ont jamais existé. Et le numéro 2 de l'entreprise, il disparaît, avec plusieurs faux passeports dans la nature. On ne l'a jamais retrouvé. Voici l'histoire de Wirecard, le plus grand scandale financier européen du XXIe siècle. Une histoire de mensonges, de corruption, d'espionnage et d'un seul homme qui a dit la vérité pendant 5 ans sans que personne ne l'écoute. Installez-vous, ça va vous scotcher. Tout commence en 1999, en Allemagne, dans un pays qui aime l'ordre, la rigueur et les règles. Une start-up se crée dans la banlieue de Munich, à une époque où Internet explose et où tout semble possible. Elle s'appelle Wirecard. Au départ, l'activité est simple, permettre aux sites de paiement en ligne, notamment des sites de jeux d'argent et de contenu adulte, de traiter des transactions par carte bancaire. Ce n'est pas glamour, mais c'est lucratif, et ça marche. En 2002, un homme prend la tête de l'entreprise. Il s'appelle Markus Braun. Grand, silencieux, lunettes rondes. Il a l'allure d'un intellectuel autrichien, la sobriété d'un moine et l'ambition d'un conquistador. Il ne crie pas, il ne gesticule pas, il parle doucement et les investisseurs adorent. Sous sa direction, Wirecard pivote. Elle quitte progressivement les activités de niche pour devenir une plateforme de paiement globale, technologique et internationale. Elle s'installe en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique. Elle signe des partenariats avec des banques et rachète des concurrents. La croissance est explosive. En 2018, c'est la consécration. Wirecard entre dans le DAX 30, l'indice boursier allemand qui regroupe les 30 plus grandes entreprises du pays. Elle remplace une vieille banque historique, la Deutsche Bank, qui en est exclue. Symboliquement, c'est énorme. Wirecard est désormais dans le même club que Volkswagen, BMW et Siemens. C'est le PayPal européen, disent les journaux. C'est la revanche de l'Europe sur la Silicon Valley. Les analystes sont euphoriques. Les investisseurs institutionnels, fonds de pension, assurances, grandes banques achètent massivement l'action. Markus Braun est interviewé dans tous les grands médias économiques. Il parle d'intelligence artificielle, de révolution des paiements, du futur. Et pendant ce temps-là, dans les coulisses, quelque chose ne tourne pas rond. Quelque chose que presque personne ne veut voir. En 2015, un journaliste du Financial Times s'intéresse à Wirecard. Il s'appelle Dan McCrum. Ce n'est pas un rookie. C'est un journaliste d'investigation chevronné, spécialisé dans la finance. Il a l'habitude de lire des bilans comptables comme d'autres lisent des romans. Et ce qu'il lit dans les comptes de Wirecard lui fait froncer les sourcils. Les chiffres ne s'emboîtent pas correctement. Les marges semblent trop belles pour être vraies. Certaines filiales en Asie affichent des rendements extraordinaires. Mais quand il essaie de comprendre d'où vient vraiment cet argent, les réponses sont floues, évasives et circulaires. Il commence à enquêter plus sérieusement. Il parle à des sources, à d'anciens employés, à des experts comptables. Et plus il creuse, plus le tableau devient inquiétant. En 2019, il publie une série d'articles dans le Financial Times. Des articles précis, sourcés, documentés. Il accuse Wirecard de falsifier ses comptes et il parle de fraude comptable à grande échelle. Vous vous attendez peut-être à ce que la réaction soit « Merci, on enquête », mais ce n'est pas ce qui se passe. La réaction de Wirecard est immédiate et féroce. L'entreprise nie tout en bloc. Elle attaque McCrum et le Financial Times en justice pour diffamation. Elle l'accuse d'être à la solde des vendeurs à découvert, des spéculateurs qui gagnent de l'argent quand les actions chutent, et donc d'avoir un intérêt financier à détruire la réputation de Wirecard. Et ça marche, parce que la presse financière, les analystes, les investisseurs, ils ne veulent pas croire à McCrum. Ils ont trop misé sur Wirecard. Ils ont construit des récits autour de cette success story. Remettre en cause Wirecard, c'est remettre en cause leur propre jugement. Mais le plus stupéfiant, c'est ce que fait le régulateur financier allemand, la BaFin, l'équivalent de l'AMF en France. L'institution dont le rôle est précisément de surveiller les entreprises cotées et de protéger les investisseurs. La BaFin ouvre bien une enquête, mais pas contre Wirecard, contre Dan McCrum. Elle l'accuse de manipulation de marché. Elle interdit temporairement les ventes à découvert sur l'action Wirecard, une mesure extraordinaire qui, dans les faits, protège l'entreprise frauduleuse de la pression des marchés. Pendant 5 ans, Dan McCrum continue seul. Attaqué, surveillé, il découvrira plus tard que Wirecard l'avait fait espionner par des détectives privés. Ses sources étaient traquées, ses déplacements suivis. Et pendant 5 ans, il continue quand même, parce qu'il sait ce que les autres refusent de voir. Il faut maintenant vous parler du cœur du scandale, de ce qui rend cette affaire proprement stupéfiante. 1,9 milliard d'euros, c'est la somme qui figurait dans les comptes de Wirecard, une somme censée être déposée dans des banques partenaires, principalement aux Philippines, sur des comptes gérés par 2 tiers de confiance. Dans les rapports annuels, dans les présentations aux investisseurs, dans les documents fournis aux auditeurs, cette somme est là, elle existe, elle est réelle, on peut la lire en noir et blanc,
validé par les plus grands noms de la comptabilité mondiale. Wirecard est audité par EY, Ernst & Young, l'un des 4 plus grands cabinets d'audit de la planète. Des milliers d'experts comptables, des décennies de réputation, des honoraires à plusieurs millions d'euros par an. EY signe les comptes de Wirecard chaque année pendant des années. Jusqu'en 2020. En juin 2020, quelque chose change. Les auditeurs d'EY demandent pour la première fois à obtenir une confirmation directe des banques philippines, pas via Wirecard, pas via les intermédiaires, mais directement. Les banques répondent, elles n'ont jamais eu ces fonds en dépôt. L'argent n'existe pas. 1,9 milliard d'euros évaporés, ou plutôt jamais apparu. Une fiction comptable d'une ampleur qui dépasse l'entendement. Le 18 juin 2020, Wirecard publie un communiqué laconique. EY refuse de certifier les comptes annuels de 2019. La raison, incertitude sur l'existence d'actifs à hauteur de 1,9 milliard d'euros. La bourse ouvre le lendemain et c'est le massacre. En 2 jours, l'action Wirecard perd 98% de sa valeur. Des dizaines de milliards de capitalisation boursière partent en fumée. Des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, des particuliers voient leur portefeuille s'effondrer. Le 22 juin 2020, Wirecard se déclare insolvable, donc en faillite. Une entreprise valorisée à 24 milliards d'euros, membre du DAX 30, orgueil de l'Allemagne technologique, réduite à néant en une semaine. Mais la question la plus glaçante n'est pas comment ont-ils fabriqué ce chiffre. La question c'est comment personne ne l'a vu pendant si longtemps. Comment EY, avec tous ses experts, tous ses outils, toutes ses procédures, a signé des comptes incluant 1,9 milliard d'euros qui n'existaient pas pendant des années. La réponse à cette question est inconfortable et elle concerne tout le système. Revenons au 18 juin 2020. La bombe est amorcée. Les banques philippines viennent de confirmer l'inexistence des fonds. EY est sur le point de refuser de signer. Les journalistes sont aux portes. Ce jour-là, Jan Marsalek monte dans un avion. Jan Marsalek, numéro 2 de Wirecard, directeur des opérations, l'homme qui selon les enquêteurs était au cœur du dispositif de fraude. Brillant, charismatique, polyglotte. Connaisseur de l'Asie, de la finance offshore, des zones grises entre les États. Il décolle de Munich et il atterrit à Minsk, la capitale de la Biélorussie. Ensuite, il disparaît. Un mandat d'arrêt international est émis contre lui dans les jours suivants. Interpol le place sur la liste rouge. L'Allemagne réclame son extradition. Mais Jan Marsalek reste introuvable. Les enquêteurs vont progressivement reconstituer son profil. Et ce qu'ils découvrent dépasse la simple fraude financière. Marsalek, selon plusieurs sources et enquêteurs journalistiques, n'était pas seulement un dirigeant d'entreprise. Il aurait entretenu des liens étroits avec des services de renseignement, et pas n'importe lesquels. Le SVR, les services secrets extérieurs russes, successeurs du KGB. Des éléments troublants s'accumulent. Marsalek aurait eu accès à des documents classifiés britanniques sur l'affaire Novichok, l'empoisonnement de l'espion russe Sergei Skripal. Il aurait circulé librement dans des cercles habituellement hermétiques aux businessmen. Il possédait plusieurs passeports de différents pays. Des témoins l'auraient aperçu en Biélorussie dans les jours suivant sa fuite. D'autres signalements le placent en Russie, où il bénéficierait d'une protection. La Russie qui ne coopère pas aux demandes d'extradition allemande. Au moment où je vous parle, Jan Marsalek court toujours. Aucune arrestation, aucune comparution, aucun procès. Il est l'un des fugitifs les plus recherchés d'Europe et l'un des mieux protégés. Son histoire soulève des questions qui vont bien au-delà d'une fraude comptable. Si les connexions avec les services russes sont avérées, alors Wirecard n'était peut-être pas simplement une entreprise frauduleuse. Elle était peut-être aussi en partie, ou pour certaines de ses opérations, un outil, un instrument au service d'intérêts qui dépasse largement le profit personnel. On ne le sait pas avec certitude. Ce que l'on sait, c'est que Marsalek est libre et que quelqu'un le protège. Qu'un scandale de cette ampleur éclate, la question inévitable se pose. Qui paie? Commençons par Markus Braun. L'ex-PDG de Wirecard est arrêté le 22 juin 2020, quelques jours après la déclaration de faillite. Il clame son innocence. Il dit qu'il est lui une victime d'une fraude orchestrée en interne à son insu. Il passe plusieurs années en détention provisoire en Allemagne. Un fait rare pour un dirigeant de cette stature. Son procès s'ouvre à Munich en 2024. C'est l'un des plus grands procès pour fraude de l'histoire allemande. Il fait face à des accusations de fraude, de manipulation de marché et d'infidélité de gestion. Des centaines de pièces à conviction, des années d'instruction. Ensuite, EY. Ernst & Young est au cœur des critiques. Comment le cabinet a-t-il pu certifier des comptes incluant 1,9 milliard d'euros d'actifs inexistants? Les enquêtes internes et externes révèlent une réalité accablante. EY n'a jamais vérifié directement les soldes bancaires philippins. Elle s'est fiée à des confirmations fournies via des intermédiaires dont on soupçonne aujourd'hui qu'ils étaient liés à Wirecard elle-même. Est-ce de la négligence, de l'incompétence ou quelque chose de plus sombre? EY plaidera la négligence. Elle reconnaîtra des manquements. Elle fera face à des poursuites judiciaires et à des indemnisations massives. Sa réputation sera durablement entachée. Mais au-delà de EY, c'est l'ensemble du système de supervision qui est mis en cause. La BaFin, le régulateur financier allemand, a non seulement raté la fraude, mais elle a activement aidé Wirecard à survivre en poursuivant le journaliste qui dénonçait la fraude
et en interdisant les ventes à découvert. C'est une humiliation historique pour le régulateur. Son président, Félix Hufeld, démissionne en 2021. Des réformes profondes sont engagées. Et puis il y a le gouvernement allemand. Des ministres allemands, y compris le ministre des Finances de l'époque, Olaf Scholz, qui deviendra ensuite chancelier, avaient vanté Wirecard à l'international. Des représentants officiels avaient défendu l'entreprise auprès de gouvernements étrangers. Le gouvernement allemand avait contribué par son soutien à crédibiliser une entreprise frauduleuse sur la scène internationale. Le scandale Wirecard n'est pas seulement l'histoire d'une fraude, c'est l'histoire d'un système entier, entreprises, auditeurs, régulateurs, gouvernements, médias financiers, qui a collectivement échoué à voir ce qu'un seul journaliste voyait depuis 5 ans. Et cet échec collectif a coûté des milliards à des milliers d'épargnants ordinaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je ne vais pas vous laisser avec juste une histoire, aussi fascinante soit-elle. Je vais vous laisser avec quelque chose d'utile. 3 leçons, 3 choses que l'affaire Wirecard nous dit sur le monde dans lequel on vit. Première leçon, la taille ne garantit pas l'honnêteté. Wirecard était dans le DAX 30. Elle était auditée par EY. Elle était supervisée par la BaFin. Elle avait des milliers d'employés, des millions de clients, des partenariats avec de grandes banques mondiales. Toute cette apparence de solidité, de légitimité, de respectabilité institutionnelle, c'était du vent. La prochaine fois qu'on vous dit qu'une entreprise est trop grande pour mentir, souvenez-vous de Wirecard. Deuxième leçon, les régulateurs peuvent devenir complices involontaires. La BaFin n'était probablement pas corrompue. Elle croyait sans doute défendre l'intérêt national allemand en protégeant un champion technologique, mais en le faisant sans exercer le moindre esprit critique, elle a permis à la fraude de prospérer. Un régulateur qui ne régule que les accusateurs et jamais les accusés n'est plus un régulateur. C'est un bouclier. Ce phénomène ne concerne pas que l'Allemagne. Il concerne tous les pays, toutes les institutions de supervision. Et ça devrait nous rendre vigilants. Troisième leçon, un seul journaliste obstiné peut changer le monde. Dan McCrum a passé 5 ans à se faire traîner en justice. Surveillé, discrédité, attaqué. Il a continué et c'est lui qui a eu raison. Dans un monde où les intérêts financiers sont immenses, où les avocats sont puissants, où les grandes entreprises ont les moyens de réduire leurs critiques au silence, la liberté de la presse n'est pas un concept abstrait. C'est un rempart concret contre des abus très concrets. L'histoire de Wirecard est terminée, du moins pour l'entreprise. Pour John Marsalek, elle ne l'est pas. Pour des milliers d'investisseurs ruinés, elle ne l'est pas. Pour les questions qu'elle soulève sur nos systèmes de contrôle, elle ne l'est pas. Et quelque part en Russie ou ailleurs, un homme qui a participé à l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire continue sa vie tranquillement. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou si elle vous a mis en colère, ce qui est tout aussi valable, partagez-la. Ces histoires méritent d'être connues. À très bientôt pour la suite.